Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Soyez les bienvenus. Quand j'ai échangé avec Émilie sur sa participation à La Consulte, elle m'a dit que tout le monde avait une histoire, même si on ne le sait pas. Et ça m'a touchée parce que ce podcast, quand j'invite un médecin à raconter son histoire, j'espère inviter chaque auditeur, chaque auditrice à regarder ses collègues avec un œil bienveillant, justement parce que toutes et tous ont une histoire. L'histoire d'Émilie est riche, il y a des études avec sa sœur jumelle, un double cursus en droit et en médecine, plusieurs spécialités, une expatriation et un retour, mais aussi, en deuxième partie d'épisode, vous l'entendrez, il y a la douleur, la déprime, la culpabilité, avant de retrouver le bonheur de travailler. Je ne vous en raconte pas plus, place à l'épisode. Bonjour Émilie. Bonjour Anise. Bienvenue à La Consulte. Bienvenue, merci. Pour commencer, je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Très bien. Eh bien écoute, je m'appelle Émilie Moreau, j'ai 39 ans. Je suis médecin urgentiste dans un petit centre hospitalier du centre de la France. Et avant d'être urgentiste, j'étais médecin généraliste et médecin légiste. Tu vas nous raconter tout ça alors. D'accord. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Oh là, j'avais pas du tout d'idée précise quand j'étais petite. Tu sais, c'est le classique, hein, je voulais être astronaute, princesse, et puis après commissaire de police, et puis enfin voilà, tout ce qui peut passer sous la main dans les idées d'une petite fille. Et je me suis mise assez tard à vouloir faire médecine, et c'est ma sœur jumelle qui est aussi médecin qui m'a comment dire mis l'idée dans la tête. Le plan, c'était de vous inscrire ensemble à la fac de médecine ? Alors le plan au départ, c'était de se séparer plutôt après le baccalauréat. Moi, je suis partie en faculté de droit. Elle est partie en médecine. Elle s'est pas sentie à l'aise qu'on soit séparés, pour te dire vrai. Donc, elle a fait annuler sa première année pour éviter qu'elle soit comptabilisée. Tu sais qu'avec le numerus clausus, on peut pas faire le nombre d'années qu'on veut. Donc, elle a fait annuler sa première année. Elle est venue me rejoindre en droit. Écoute, on a fait un cursus de 3 ans de droit. Et donc, après la licence, on s'est lancé dans la médecine parce qu'elle m'a dit qu'elle avait trop de regrets. Et du coup, j'ai dit, OK, je t'accompagne. Donc, on s'est lancé comme ça en médecine. Et toi, lâcher le droit pour la médecine, tu le vivais comment ? Je l'ai très très bien pris puisque au départ, je voulais me rendre utile, si tu veux, vis-à-vis de la société. Donc, je voulais partir sur un métier de type avocate même pro bono, tu sais, pour les gens qui sont, maintenant il y a l'aide juridictionnelle, mais les gens qui sont démunis face au prix et aux prestations d'un avocat. Et puis ma sœur m'a convaincue de me dire que voilà, en faisant médecine, on pourrait aider les gens d'un point de vue plus concret, plus humain, plus matériel. Et je me suis laissée convaincre. Et comment t'as trouvé ça, les études de médecine ? Est-ce que ça t'a plu ? Ah oui. Bon, évidemment, la première année était un peu compliquée parce que honnêtement, j'étais pas très douée en maths et en physique et en chimie. Mais après la première année passée, ah oui, je me suis tout de suite pris dès la deuxième année. J'étais convaincue du projet. Puis j'étais avec ma jumelle, donc c'était vraiment super. Vous vous êtes pas séparés ? Non, jamais. Elle est urgentiste aussi comme moi et elle est aussi. Maintenant, on n'est plus dans le même centre hospitalier suite au problème qui m'est arrivé, mais on a travaillé ensemble jusqu'à il y a 3 ans. Donc, vous faites vos études ensemble, Mm-hmm. ça se passe plutôt bien, t'aimes ça, Génial. Oui. ça plaît à ta sœur aussi. Ça plaît à ma sœur aussi. Et donc, arrive la 6e année. Exactement. Les ECN. Les ECN. Et le choix de spécialité. Et le choix de spécialité qui a été de prendre. On se plaisait pas dans une spécialité particulière, que ce soit de la cardio, de l'hémato, de l'oncologie, etc. Pas de chirurgie non plus. Et on s'est dit, nous, ce qui nous plairait plus dans la polyvalence de la médecine, c'était de faire de médecine générale. Donc, on a pris médecine générale dans la région dans laquelle on a grandi, on a fait nos études, donc la région Tourangelle. Et après, on s'est un petit peu séparés. Moi, j'ai repris mes études de droit. J'ai fait un master 2 de droit pendant mon internat, parce que je voulais rester dans le droit et la médecine.
sont deux spécialités que j'adore vraiment. Et donc, j'ai fait également un desk de médecine légale pour justement raccorder cette alliance entre le juridictionnel et le médical. Ma sœur, elle est entre guillemets restée médecin généraliste et c'est il y a maintenant 5-6 ans qu'elle s'est lancée dans la médecine d'urgence. Et, j'ai trouvé ça tellement génial de ce dont elle me parlait que je me suis dit allez moi aussi je vais faire la capacité de médecine d'urgence et vraiment maintenant on est urgentistes toutes les deux et on s'amuse et on s'éclate dans ce qu'on fait. Mais alors moi, j'aimerais bien revenir un petit peu là Mhm. sur cet internat. Donc tu choisis la médecine générale pour le Voilà. côté polyvalent, touche à tout de la médecine générale. Mhm. Et reprendre un master de droit, ça arrive à quel moment et tu fais ça en parallèle? Est-ce que tu prends une dispo pendant ton internat pour la fac de droit? Comment ça se passe? Alors, ça faisait longtemps que je voulais reprendre parce que je voulais pas rester sur une licence de droit, je voulais quelque chose d'un peu plus étoffé. Et tu sais qu'on a eu une réforme, la réforme LMD en 2000, Mmh. entre 2002-2004. Donc moi j'avais déjà un DUG, donc c'est pour ça qu'on avait poussé jusqu'à la licence. Et puis bon, ça me trottait dans la tête quand même de vouloir terminer un cursus en ayant un master. Donc c'était déjà en quatrième et en cinquième année, donc c'était pas possible avec la préparation d'internat. Et je l'ai fait à la fin de ma première année d'internat. J'ai pas pris de dispo. J'ai travaillé, comment dire, je prenais entre guillemets mes congés d'internat pour faire mes cours. C'est l'avantage des masters 2, c'est que ce sont des stages qui sont professionnalisants pour les jeunes étudiants en droit, et donc tu n'as que trois jours de cours par semaine. Et puis après, tu as un stage à faire. Donc moi, j'ai pris mon stage dans le stage de médecine légale dans lequel j'étais, donc ça a été nickel. Et je prenais, tu sais, mes repos de garde et mes congés pour faire mes cours. Donc j'ai pas pris de disponibilité, j'ai fait ça en plus et je l'ai eu. Ça devait être un sacré rythme. C'était un sacré rythme, mais écoute, ça a emballé la chandelle parce que je me suis le droit est une discipline que je trouve très élégante dans toute la façon de faire et je voulais vraiment garder cette polyvalence. Je trouve que la médecine parfois peut nous rendre un peu étriqués, peut nous rendre un petit peu, nous mettre un peu des œillères. Et le fait d'avoir une autre discipline, de changer, hein, comme les gens qui font des doubles cursus, il y en a qui font du journalisme, il y en a qui aiment la philosophie, ou d'autres qui font des études de lettres ou d'histoire. Voilà, c'est cette polyvalence et éviter de rester dans notre monde. Tu sais qu'on peut avoir un peu ce côté un peu renfermé du coup, avec un corporatisme qui nous renferme un peu, je trouve. Là, tu situes donc, si j'ai bien compris, ton master 2 de droit en fin de première année d'internat. Mhm. Et donc, déjà pour ton deuxième semestre, tu avais choisi un stage en médecine légale. Tu Oui, avais déjà cette idée de faire le desk de médecine oui, légale? oui, j'ai troqué la plupart de mes stages de cinquième et de sixième année contre de la médecine légale. J'ai eu cette chance de pouvoir les échanger. Donc j'avais déjà un pied depuis 2 ans dans la médecine légale et j'ai fait mon desk, c'est tout naturellement. On va dire ça c'était écrit depuis la fin de ma de la D3, enfin non mais le début de la D3, fin de la quatrième année, fin de la D2, début de la D3. Donc c'était vraiment comme ça. Mm. Et donc, tu as choisi médecine générale pour faire le desk de médecine légale ensuite? Oh oui, 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 sachant que je m'étais dit que si la médecine légale ne devait pas porter ses fruits, je sais que j'aurais été très très contente en médecine générale. Donc c'était vraiment du gagnant-gagnant pour moi. Et alors, il s'est fabriqué comment ce projet de médecine légale? C'était juste le droit qui te manquait ou il y avait autre chose? Est-ce que tu as pu tester la médecine légale en stage pendant ton externat? Comment tu as construit ton projet? Alors oui, le droit me manquait et pour moi, je m'étais un petit peu renseignée. Pour moi, la médecine légale, c'est pas, pour moi, c'est une discipline qui relève du droit. C'est-à-dire que en médecine légale, que ce soit sur du vivant ou des personnes décédées dont tu fais les examens de corps ou les autopsies, tu extrais des données médicales, donc d'un corps ou d'une personne qui a coup par arme blanche, arme à feu, etc. Tu extrais ces données médicales pour les traduire
pour un juge, en disant est-ce que pour ce juge-là, ça relève de juste d'une contravention, de prison, d'une cour d'assises, etc., etc. Donc moi, c'est cette traduction que je voulais faire entre le droit et la médecine, entre justement le vivant, le décédé et l'aspect juridique que je voulais garder. Et pour moi, avoir des notions de droit me paraissait mais indispensable. Alors évidemment, tous les médecins légistes ne font pas de droit. Il y en a très très peu. Il me semble qu'à ma connaissance, il n'y en a que 5 qui ont en France qui ont un doctorat, un double doctorat et en médecine et en droit. Mais avec j'entends un cursus complet, c'est-à-dire d'avoir fait 7 années de droit et 7 années de médecine. Il n'y en a que 5 en France. Mais voilà, ce double cursus, je l'avais depuis longtemps et je l'ai fait déjà dès mon externat. Ça s'est concrétisé à la fin de mon internat. Et d'ailleurs, j'ai après, quand j'ai été diplômée en 2015, j'ai fait beaucoup de remplacements de médecine générale. Je me suis rendu compte que je me sentais un petit peu mal à l'aise, enfin plus étriquée dans la médecine générale. Je me retrouvais moins dans la médecine générale avec des patients qui étaient de plus en plus demandeurs d'examens complémentaires, qui ne te, comment dire, qui ne se fiaient pas juste à ta clinique. Et ce côté consumérisme de la médecine générale commençait à me peser. Donc je suis partie en Suisse pour faire de la médecine légale. J'avais pas de place en France parce que les places c'était très cher, étaient déjà balisées depuis longtemps. Donc je suis partie en Suisse à Genève faire de la médecine légale. Et puis après je suis revenue en 2017 pour des raisons personnelles vis-à-vis de ma famille. Et c'est là où j'ai discuté avec ma sœur longuement sur la médecine d'urgence. Et c'est là où elle m'a convaincue de la médecine d'urgence. Donc c'est un petit peu compliqué mon parcours. Il était pas tout droit. Mais juste pour revenir un petit peu sur la médecine légale, parce que je pense que Oui, c'est une spécialité qui est beaucoup fantasmée et très mal connue. oui, exactement. Et toi, cette spécialité-là, tu l'as vraiment découverte quand tu as fait du droit, plus tard quand tu étais externe, pendant ton Mhm. internat, quand tu as fait ton semestre en médecine légale, à quel moment vraiment tu as pris conscience de ce que c'était que de la médecine légale, le vrai exercice? Oui, le vrai exercice dès la quatrième année de médecine, où j'ai eu cette chance d'avoir un professeur qui m'a montré vraiment ex abrupto ce que c'était la médecine légale, c'est-à-dire en gros, c'est pas comme dans les films à déterminer une heure de décès à 3 minutes près, c'est pas comment dire, oui, c'est pas tout le fantasme qu'on peut voir dans les films avec des intuitions qui sortent de sous le chapeau. Non, non, c'est vraiment une médecine qui est. J'ai vraiment dès la quatrième année de médecine vu que c'était une médecine qui était extrêmement longue dans les rapports, qui est extrêmement procédurière, euh, très littéraire même, voilà, et qui était aussi très casse-figure dans le sens où tu peux pas te permettre de dire n'importe quoi. Alors, on peut évidemment en médecine, tu peux pas te permettre d'avoir un diagnostic erroné, hein, quelle que soit la spécialité, ça on est d'accord. Mais en médecine légale, t'as non seulement un diagnostic avec une famille derrière qui se pose des questions, mais tu as toute une machinerie judiciaire derrière. C'est-à-dire qu'en gros, possiblement, tu as des collatéraux comme des prévenus, des gens ou des témoins, des gens qui vont participer à la, comment dire, à la spécialité. Et toi, si tu dis n'importe quoi, bah, tu peux faire envoyer quelqu'un devant une cour d'assises ou ne serait-ce que 48 heures en garde à vue. Donc c'est une médecine qui est compliquée quelque part, mais qui est très 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 enrichissante. En quoi c'est enrichissant la médecine légale pour toi? Alors pour moi, j'ai compris en étudiant les mécanismes, je te parle notamment des autopsies, des examens de corps. Le vivant, c'est un petit peu particulier, mais pour les autopsies et les examens de corps, j'ai vraiment compris. Alors déjà, l'anatomie, tu vois vraiment l'anatomie, tu comprends vraiment visuellement les trajets nerveux, les trajets artériels, etc., etc. Tu comprends vraiment ton anatomie parce que tu as vraiment les mains dedans. Hmm. Et de deux,
j'ai réussi dans ma tête, mais je pense que tous les médecins légistes le font, à déconstruire un corps et à remonter le fil de la pathologie. Par exemple, une personne, je me souviens d'avoir autopsié une personne, on me dit voilà, retrouvé décédé, la tête dans sa baignoire, 40 de fièvre, voilà, un gros monsieur, donc on a autopsié à Genève, et, euh, et donc je l'examine, etc. Il avait des signes en gros d'asphyxie, mais parce il était mort d'une insuffisance respiratoire. En gros, je te la fais course, il avait 42 fièvre, et puis en reconstruisant le fil, j'ai compris que ce monsieur, il avait fait un voyage 3 à 15 jours avant, puis il était mort en gros du paludisme. Et si tu veux, on a nous cette notion de fièvre, d'un voyage, on sait pas trop, mais voilà, en étudiant bien le corps, en étudiant bien les organes, on a vu la détresse respiratoire, on a vu tout ça, et en reconstruisant le fil, un petit peu, c'est du Cluedo, hein. En reconstruisant le fil avec la manière d'un Cluedo, on peut comprendre les mécanismes. Et ça m'aide vraiment beaucoup dans la médecine d'urgence. Parfois, quand on a des gens qui sont pas en capacité de te parler, parce qu'ils sont en détresse respiratoire, ils sont en décompensation cardiaque, ils sont dans le coma tout simplement parce qu'ils ont pris des médicaments, etc. Et j'arrive ça m'a permis de pouvoir déconstruire une situation et progressivement de tout remettre les éléments du puzzle et de tout remonter le fil. Je trouve que ça m'a vraiment aidé dans ma médecine du vivant. C'est intéressant parce que finalement, enfin, j'aime bien cette façon de décrire la médecine légale comme une enquête policière. Alors, j'ai bien compris Oui, que c'était pas comme dans les films à la télé, oui, c'est pas comme mais dans les films, mais il y a un côté enquête policière, hein. il y a une démarche, en tout cas, de réflexion, de résolution de problèmes, en fait. C'est ça, c'est ça. Après, dans toute spécialité, hein, il y a cette démarche, hein, qu'on retrouve en médecine. Ce qu'il y a, c'est que je trouve que dans la médecine légale, il y a une élégance dans la démarche parce qu'on a affaire en gros à toute la sémiologie du mort qu'on n'a pas classiquement dans quelle que soit la spécialité qu'on n'a pas. Et donc toute cette sémiologie, moi, m'a permis de comprendre le vivant. Et je voulais revenir, donc tu es partie en Suisse faute de poste en France, c'est ce que C'est tu ça, me disais tout à l'heure, c'est et ça. t'expliquais aussi que ce qui t'intéressait dans la médecine légale, c'était vraiment d'être à l'interface entre la médecine et le droit, et Mhm. que tu avais ce rôle de traduire des données C'est ça. médicales en langage Juridique. juridique. Mhm. Et alors, peut-être que c'est une idée que moi je me fais du droit et qui est erronée, tu me diras, mais j'ai quand même l'impression que le droit, c'est quelque chose qui est très pays dépendant. Exactement. Et du coup, tu as dû réapprendre le droit suisse pour pouvoir exercer à Genève. Comment ça Oui, s'est passé un peu? oui, alors après, on n'apprend pas, j'ai pas réappris tout le droit, j'ai fait que du droit civil et du droit pénal, mais oui, je me suis repenchée sur leur façon de faire à eux. Par exemple, eux, ils ont pas de notion, ils ont pas de notion d'interruption totale de travail. Par exemple, les ITT, les fameux ITT, ils ont pas ça du tout en Suisse, donc voilà, il a fallu réapprendre, mais globalement, c'est la même chose. Globalement, c'est la même chose. Il y a des équivalences, enfin des systèmes Oui, un peu il y a équivalents des entre la systèmes, France et oui, la tout à Suisse. fait, Ouais. tout à fait. D'accord. Après, ça dépend. Certains, comment dire, faits seront qualifiés de délits ou par rapport à d'autres ou de crimes. Voilà, ça dépend ça dépend de comment le droit pénal a été construit, mais suisse. Mais globalement, c'est la même chose. Hmm. Puis j'imagine qu'en Suisse, en plus, selon les cantons, ça doit être différent. Alors moi, Mais je suis restée que sur, oui, ça c'est complètement différent, et puis surtout entre la Suisse allemande et la Suisse romande. Moi, j'étais que dans le canton de Genève et Lausanne. Donc ça va, hmm. je suis restée juste sur un droit particulier. Et donc tu fais ça pendant 2 ans. C'est ça. Oh, un petit peu moins. Un an. Tu fais ça pendant 1 an. Mhm. Ensuite, et juste, t'avais pas eu besoin de d'équivalence pour travailler en Suisse? Non,
Non, non, non, pas du tout. C'était Contrairement à facile en termes certains. de... Oui, oui, oui. Il fallait juste, entre guillemets, juste que je sois thésée, doctorante, docteur en médecine en France. Donc j'ai été docteur en médecine générale en décembre 2015 et après je suis dans la foulée en janvier j'étais en Suisse. T'avais terminé ton desk? J'avais terminé mon desk. Tout était terminé. La thèse, le desk, j'étais clean. Donc, tu exerces en Suisse. Tu rentres pour des raisons Familiale. familiales. Oui. C'est pas du tout voilà, c'est pas lié au travail. Non, 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 c'est vraiment familial. Du coup, tu ne retrouves pas de poste en médecine légale ou tu ne veux pas reprendre en médecine légale quand tu rentres en Quand je France? rentre, disons que les soucis familiaux que j'ai me font, comment dire, me font arrêter la médecine légale. Je me demandais voilà, c'est quand même une médecine qui pour moi je trouve est difficile parce que c'est systématiquement, que ce soit du vivant ou du décédé. Chez les vivants, c'est que des gens qui sont comment dire, c'est des coups et blessures, c'est des viols, c'est des coups d'armes à feu, c'est des coups par arme blanche, c'est des décès. C'est de la médecine de violence en fait, la médecine légale. C'est pas de la médecine d'autopsie, c'est de la médecine de violence. Donc toute cette violence, j'en avais pris mon parti maintenant de me dire que j'arrêtais. Mais je l'ai pas totalement arrêté maintenant, mais je voulais plus n'en faire que ça. Je voulais changer et je voulais basculer avec la médecine générale, peut-être en médecine d'urgence. C'est à cette période-là que tu fais des remplacements en médecine générale? C'était avant. C'était avant. Ouais. Donc, tu fais ton internat, ton desk, des remplacements de médecine générale. Mm-hmm. Tu as cette envie-là d'exercer en médecine légale. T'as pas de poste là où tu vis, donc tu pars en Suisse. C'est ça. Tu rentres. Et ensuite, quand je rentre, je n'ai pas refait de médecine générale. J'ai tout de suite intégré la médecine générale, mais tu sais, dans les soins non programmés, dans un centre d'urgence. Donc là où travaillait ma sœur jumelle, où je reviens, qui était d'ailleurs un ancien terrain de stage quand j'étais interne. Donc je rentre dans cet hôpital comme médecin généraliste aux urgences. Donc je fais voilà, les gens qui viennent mais qui n'ont pas comment dire une urgence médicale, mais qui ont besoin d'être vus en urgence, tu vois. Tu fais des sutures, des gens qui Voilà. viennent pour des douleurs abdos, ce genre Voilà, de motifs. on va dire, voilà, exactement, qui peut très bien se faire, qui se fait d'ailleurs en médecine générale. Il y a des gens qui n'ont pas, soit qui n'ont pas de médecin traitant, soit qui n'ont pas trouvé de créneau pour aller voir leur médecin. Voilà. Et ça, c'est un exercice qui te plaît? C'est un exercice qui me plaît, oui. Et je me prends au jeu. Et puis ma sœur, à l'époque, est en dernière année de CAMU, donc de capacité de médecine d'urgence, et me dit, écoute, si ça te plaît, élargis tes horizons, et comme ça tu pourras faire du déchocage, des sorties SAMU, SMUR, etc., etc. Donc, et là, je me dis, bon, allez, je savais il y avait un, comment dire, les CAMU allaient disparaître. Donc je m'étais dit qu'il fallait pas que je me pose 150 fois la question, puisque la CAMU allait disparaître si c'était déjà dans les cartons depuis quelques années. Et je m'étais dit, bon allez, faut que je me lance avant. Et j'ai bien fait, puisque finalement j'étais la dernière année de CAMU. Et en plus, après, le Covid est arrivé. Donc c'était fichu pour faire de la médecine d'urgence. Tu l'as validé quand ta CAMU du coup? Je l'ai validé en 2020. En 2020, juste l'année du Covid. D'accord. Donc oui, c'était vraiment le Ah bon oui, oui, timing. vraiment ouais. Et pendant cette période-là, il y a une place pour la médecine légale dans ton exercice ou pas du tout? Oui, oui, je fais comprendre, je me rapproche du procureur du tribunal de grande instance où je travaille à côté, donc euh, du centre hospitalier. Je leur dis que voilà, j'ai des compétences en médecine légale et que s'ils ont besoin de moi, notamment pour tout ce qui est évaluation d'ITT, du vivant, voire des examens de corps, évidemment pas d'autopsie parce que les autopsies ne sont faites que dans les CHU depuis 2011.
Donc au moins les examens de corps, voilà, apporter mon expertise. Et puis c'est quelque chose qui prend tout de suite parce que j'en ai une, oui, j'ai beaucoup de demandes qui arrivent. Donc je fais les deux. Ouais, et c'est un exercice qui se fait comment? Euh, c'est du libéral, c'est des réquisitions. Toutes les sur réquisition. Ce sont donc les corps des différentes gendarmeries ou les services de police en fonction de la localisation qui me contactent en disant voilà, Madame la procureure ou Monsieur le procureur aurait besoin de vos services pour réévaluer une femme victime de coups et blessures, harcèlement moral, sexuel, arme à feu, arme blanche, etc. Ou pour faire des examens de corps. Voilà, cet homme a été retrouvé pendu. On aimerait connaître les causes du décès. Bon, alors, on peut jamais dire les causes du décès que sur un examen de corps, mais au moins apporter des pistes de réflexion. Et donc voilà, tout est sur réquisition. Et ça représente quelle part de ton activité à ce moment-là? Oh là là, à ce moment-là, ça représente. Alors je suis en 100% aux urgences, mais tu peux ajouter, 20 ou 30% de plus de médecine légale. Donc, Donc entre 10 et 20 heures par semaine? Ah oui. C'est ça, minimum. Ça marche très bien puisque je suis la seule en fait dans mon département, je suis la seule. Sinon il faut qu'ils partent soit sur Limoges, soit sur Tours. Et tu sais faire déplacer des brigades de gendarmerie, ça coûte cher, c'est long, ça engorge les CHU pour des choses qui pourraient être réglées quoi. Ouais. Après, moi je leur dis quand ils me racontent certaines histoires, pas sur du vivant parce que ça peut se faire, mais sur du décédé, je leur dis non mais cette personne-là il faut qu'elle soit autopsiée. Je ne pourrais pas sur un seul examen de corps dire quoi que ce soit. Ça se passe très bien. Ils vont sur Limoges ou ils vont sur Tours et puis ça se déroule comme ça. C'est très intéressant, mais c'était pas exactement l'objet de cet épisode. On pourrait discuter de ça longtemps. Moi j'adore ça en plus. Ah, on va être obligé de faire un deuxième épisode. Oui. Donc arrive 2020. Oui. Le Covid, évidemment. Le Covid, oui. Donc grosse période très chargée pour toi aux urgences. Ah oui. Oui, très très chargée. Une des pires périodes, je pense, de nos vies de médecins. On disait, nous, dans à peu près 36 heures de garde, 12 heures de repos, 36 heures de garde, 12 heures de repos, et ça ainsi de suite pendant 3 mois. On voyait plus du tout la lumière du jour. Hein. Ça a été compliqué. On a eu quand même en plus des petits jeunes, des internes qui venaient prêter main forte, qui venaient nous prêter main forte aux urgences pour voilà. C'était une période. Puis avec des choix médicaux qui je pense nous hantent encore. Hein. Des choix de choisir des personnes plutôt que d'autres à le mettre en réanimation. Non, ça a été vraiment une très 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 mauvaise période. Hein. Et alors, ça a été particulièrement pour toi parce que toi, ce dont on va parler maintenant, en tout cas dans cette deuxième partie d'épisode, parce que finalement on a quand même parlé de beaucoup d'autres choses, mais donc on reprend l'histoire fin 2020. C'est ça. C'est ça. T'es aux urgences. Fin 2020, je suis aux urgences. On m'appelle pour aller en extérieur, donc en SAMU, sur une personne qui est en détresse respiratoire, qui le temps que j'arrive, on me prévient que cette personne est en arrêt chez elle. Donc j'arrive, je me cale, c'est dans l'angle de sa chambre. Je me cale dans l'angle de sa chambre et en m'accroupissant, une douleur mais insupportable de la jambe droite qui me traverse, qui part du dos, qui me descend jusque dans la jambe. Donc, ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. J'intube cette personne, on arrive à la récupérer cette dame-là et on la renvoie, je l'amène sur Tours en réanimation et depuis ce jour-là, des douleurs à la jambe. Et je pensais que je m'étais déchiré le
le moyen fessier en m'accroupissant. Je pensais pas du tout, mais pas une seule seconde de ce qui allait, de ce que j'avais en fait au final. Donc je garde cette douleur pendant, allez, on est en décembre, jusqu'en février. Et un matin en février, j'étais tellement douloureuse que j'arrivais même pas à me lever. Je partais en garde. Donc c'est mon ami qui m'a levée, qui m'a habillée. J'ai pris tout ce qu'il fallait, des corticoïdes, des anti-inflammatoires. J'ai mangé, je sais pas combien de médicaments pour tenir. J'ai tenu. Et au 1er mai 2021, en faisant le transfert d'un patient Covid d'ailleurs en réanimation, je me paralyse dans l'ambulance. Donc je ne bouge plus du tout ma jambe droite. Alors, on va en reparler, mais toute cette période où tu as mal à la jambe et où tu penses que tu as une douleur musculaire, tu te dis jamais je vais consulter? Non, tu sais, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. À l'époque, tu as un médecin traitant ou même pas? Non, non, j'ai pas de médecin traitant. Entre guillemets, je suis mon propre médecin traitant. Donc, quand tu dis que tu as pris tous les médicaments, tu t'es automédiqué? Ah, automédiqué, oui. Ah, complètement. Ce qui est une bêtise, hein. Ça, je le sais, hein. T'en parles à des collègues ou dans ton entourage ou pas? Alors, j'en parle à ma sœur jumelle, qui est médecin. J'en parle à mon ami qui est aussi médecin. Et, on pense toutes que c'est... je leur dis, en fait, je les ai mal aiguillés. J'ai dit, écoutez, c'est mon moyen fessier, puis ça me descend à la jambe, ça me descend à la jambe. À l'époque, je n'ai pas de douleur, lombaire. Donc, c'était évidemment sur c'était une hernie discale compressive, enfin même une queue de cheval. Et à l'époque, je me dis, bah non, j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal au dos. Et j'en parle quand même à une consoeur rhumato qui me dit, bon, écoute, ton histoire, une simple déchirure du moyen fessier, viens à mon cabinet, je t'infiltre. Si dans 15 jours ça va pas mieux, on reverra quoi. Donc elle m'infiltre. J'ai un petit mieux, mais uniquement localement. Mais 15 jours après, elle me demande comment ça va, si ça va, et elle me fait faire, je dis non, et c'est elle qui me fait faire une IRM. Donc j'ai mon rendez-vous d'IRM un mois plus tard, donc 2 jours avant que je me paralyse. Donc le 30 avril, je fais mon IRM et là on voit que j'ai une hernie compressive. Alors je me dis bon bah de toute façon c'est juste compressif. Je dis bon bah je donnerai des images en neurochirurgie quand j'aurai le temps. Et en fait, sur un violent, comment dire, un trajet qui s'est très très mal passé, puisque mon ambulancier a dû piler 2 fois sur des gens qui lui ont coupé la route, comme ça arrive souvent, de gens qui ont coupé la route, qui se sont crus plus malins. Sauf que je me suis retrouvée complètement éjectée parce que j'étais debout, mon patient n'allait pas bien du tout, donc j'étais debout en train de lui faire des réglages de machine, de VMI, et je me retrouve vraiment explosé à l'avant derrière le SAV. Et c'est là où je ressens une vive douleur et là je sens plus du tout ma jambe. Et elle me répond plus. Et donc, tu es dans l'ambulance, tu es en train d'emmener ton patient en réanimation, c'est ça? Voilà. Là-dessus, j'appelle ma sœur qui était de régulation, c'est elle qui m'avait envoyé. Je lui dis, écoute, Aurélie, je sens plus ma jambe, j'arrivais plus j'avais plus de releveur, plus rien. Je suis également, je le savais pas, mais je suis également rentrée en rétention aiguë d'urine, puisque tout s'est bloqué sur ma queue de cheval. Et je demande à ma sœur, et transmet les images en neurochirurgie, s'il te plaît, à Tours, pour leur demander ce qu'ils en pensent, en disant que moi je bouge plus. Donc c'est ce qu'elle a fait. Les images d'il y a 2 jours, elle les avait transférées. Et de là, en fait, j'arrive à Tours en réa, je dépose mon patient, je descends en un étage, je vois un confrère neurochirurgien qui m'a dit bon bah non, je vous garde, et je me suis fait opérer dans la journée. Comment tu la vis, toi, cette opération en urgence, ce confrère neurochirurgien qui te dit ben là on opère tout de suite, c'est une urgence. Comment tu te sens? Soulagé vraiment. J'ai pas peur, j'ai entièrement confiance en mes confrères. Ils me parlent de telle façon que j'ai tout de suite confiance.
s'installe vraiment un climat vraiment confraternel. Et je me dis, ouf, je vais plus avoir mal. T'es soulagée d'avoir une solution à tes douleurs Oui, qui sont là ah oui, depuis plusieurs mois. ah oui, 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 oui. Oui. Et d'ailleurs, c'est en, comment dire, après l'opération, je n'ai plus, alors là maintenant j'ai encore vraiment beaucoup de douleurs, mais je n'ai plus j'ai quand même une levée de mes douleurs qui est quand même très très impressionnante. Et donc juste après l'opération, ça va bien mieux. Ça va mieux, oui, ça va mieux. Après, je n'ai que des douleurs, comme des douleurs fantômes, si tu veux, parce que mon nerf s'est vraiment trop abîmé. Mais, mais voilà, je me sens bien. Je me sens même rassurée de me dire, ok, c'est bon, c'était même une queue de cheval, mais j'ai été pris en charge, nickel. Sauf qu'en fait, j'ai été pris en charge, je me suis fait prendre en charge trop tard. Mais ça, c'est de ma faute, hein. C'est de ma faute. Tu sais, on pense toujours on est plus malin que les autres. Je me suis sentie plus maligne que les autres en disant, ah, c'est bon, ça va, les douleurs, c'est bon, je gère. Et en fait, j'ai été vraiment stupide. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je suis en arrêt, du coup. Je suis en arrêt de travail Ouais. et je, donc on est au mois de mai. Et je dois reprendre, il me met 6 semaines d'arrêt. Je vais reprendre mi-juin et arrivé 3 semaines après la fin après mon opération, j'ai dit à ma compagne que j'ai des difficultés pour uriner. Et elle me dit ah bon. Alors elle fait des bilans urodynamiques aussi dans le cadre de son travail. Et je lui dis écoute voilà j'ai des difficultés pour uriner, pour aller à la selle. Je suis constipée, je vais plus à la selle normalement et je fais pas pipi normalement. Et là, elle décide, elle me dit bah tiens, elle me donne une sonde qu'elle avait, une sonde urinaire. Elle me dit sonde-toi. Et là je me sonde et j'avais près de 450 cc dans la vessie, alors que je n'avais pas envie de d'uriner. Et donc elle me fait faire un bilan urodynamique qui montre une vessie neurologique avec la nécessité de faire des autosondages. Donc je me rends compte qu'en fait j'étais un petit peu plus atteinte que prévu. Et de ce jour-là, je n'ai jamais cessé de me sonder ou de prendre des suppositoires pour aller à la selle. Et à ce moment-là, est-ce que tu recontactes le neurochirurgien qui t'a opéré? Est-ce que tu consultes un médecin autre que ton entourage? Comment tu organises ta prise en charge? Alors je l'organise tout simplement avec le rendez-vous de contrôle que j'ai à 6 semaines ou à 2 mois avec mon confrère neurochirurgien. Je lui explique la situation sur ce rendez-vous de contrôle en fait. Euh, et là il me fait ah bah mince j'aurais besoin alors à ce moment-là d'un bilan urodynamique, d'un électromyogramme, etc., etc. Donc c'est lui qui me demande de faire tous ces examens. Effectivement, donc je réalise entre-temps donc mon bilan urodynamique qui montre une vessie neurologique et un électromyogramme qui montre comment dire une souffrance de L5 et de S1, notamment à droite, pas trop à gauche mais notamment à droite, où j'ai plus de potentiel évoqué, euh, notamment en S1 et une grosse perte en L5. Et là aussi là-dessus, je m'étais rendu compte également que j'ai une anesthésie complète du territoire de S1 à droite. Et ça, à la limite, je m'en rendais pas compte. Et là-dessus, je suis adressée du coup en médecine physique et réadaptation. Et je passe du côté de la rééducation. Et comment t'accueilles ces nouvelles? Parce que t'avais le soulagement après l'opération en te disant ok, ça rentre dans l'ordre, et finalement là tu te rends compte que ben c'est pas rentré dans l'ordre. Comment tu le vis, ce diagnostic? Je le je le vis pas très bien, mais d'un autre côté, je m'en veux à moi-même. C'est de ma faute. C'est moi qui depuis le mois de décembre qui fait n'importe quoi. Donc je me dis bah écoute, c'est de ta faute. Si t'avais 5 minutes, écouter les gens, si t'avais arrêté de faire n'importe quoi, de prendre des médicaments, de penser plus fort que les autres, à continuer tes gardes, etc. Si je m'étais écouté
5 minutes, oui, j'aurais vu qu'il y avait des problèmes longtemps avant. Donc je l'accueille pas si mal que ça. Je m'en veux plus qu'autre chose. Je me dis purée, mais c'est pas possible quoi. Je- faut être bête. Donc là-dessus, j'entre en rééducation. Et quand mon confrère de rééducation m'examine, bah, j'ai 2 sur 5 de force musculaire sur tous les chefs de S1. Pareil, 3 sur 5 sur L5 à droite. J'ai 4 sur 5 sur mes L5, S1 à gauche. Voilà, en fait, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et moi, j'arrêtais pas de dire, mais non, c'est que, elle me disait, mais tu lèves la jambe, tu lèves la jambe. Je dis, bah oui, mais c'est parce que je suis fatiguée, parce que je suis ceci, parce que je suis cela. En fait, à me chercher des excuses, bah, j'en suis arrivée là. Donc, en fait, je l'accueille pas si mal que ça. Je me dis simplement, bah, c'est que t'as été vraiment, vraiment très bête. C'est de la culpabilité à ce moment-là? Oui, je culpabilise un peu. Je culpabilise un peu, ouais. Si je refais le fil de l'histoire, tu commences la rééducation. En fait, t'as pas repris le travail Non, depuis l'opération. non. Et je voulais. Je voulais. Moi, je suis rentrée en rééducation. J'ai dit à mon confrère, alors de toute façon, mon choupinou, moi, dans 2 mois, je retravaille. Là-dessus, il m'a dit oui, 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 oui. Donc, il m'a dit oui, 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 comme ça, pour me faire plaisir. Hein. Donc, arrive au mois de septembre, j'ai dit non, mais maintenant, c'est bon, c'est mignon, c'est très sympa ici, etc. Et il m'a dit non, non, mais il m'a dit mais après, il m'a tutoyé, il m'a dit non, mais rends-toi compte. Rends-toi compte 2 secondes. Tu te sondes. Des 2 côtés. Et en fécal et en urinaire. T'as une force musculaire pourrie des 2 jambes. Il dit tu veux reprendre la fleur au fusil du SAMU? J'ai dit non, non mais. Et là en revanche quand on arrive au mois de septembre où j'avais de toute façon j'étais partie un petit peu tête brûlée en disant non non mais c'est bon vous arrêtez on arrête les bêtises hein, pour parler. On arrête les bêtises, c'est bon la rééducation c'est bien, je vais la faire chez moi et puis c'est bon. Sauf que là, je me rends compte que ça va pas être possible et qu'ils vont me garder. Là-dessus, en plus, j'ai fait une infection urinaire sur mes autosondages, comme bah, comme parfois ça peut arriver. Donc, j'ai une pyélonéphrite en plus au mois de septembre. Et là, en revanche, le moral, je plonge. Là, je le plonge en disant, finalement, ça va être beaucoup plus compliqué que ce que je pense. Et c'est mon métier qui est en train de partir en fumée. Et ça va pas du tout. Ce qui, vraiment là, le moment où ça devient difficile, psychologiquement pour toi, c'est le moment où tu réalises que tu peux pas reprendre le travail. Ouais. Ah oui, alors là, c'était parce que le travail, surtout après le Covid, pour moi le travail c'est toute ma vie. Puis avec ma sœur, on a toujours été éduqués, on a été éduqués à travailler. Même quand on n'avait pas 18 ans, on travaillait dans les champs, on, c'est, on était, on a été baignés dans le fait d'avoir des parents qui travaillent et que le travail est une institution dans la famille. Et moi, pour moi, c'était hors de question que je fasse prolonger mon arrêt, qui déjà était de 3-4 mois là maintenant. C'était pour moi honteux d'avoir un arrêt aussi long. Et quand je me rends compte que le travail que j'aime par-dessus tout, même s'il est difficile et qui m'a coûté en gros tout ça, euh, si tous mes désirs de ce travail commencent à s'évanouir, là, je plonge vraiment d'un point de vue moral. Là, je, là, je plonge et je me dis, mon Dieu, là, j'ai vraiment raté, j'ai vraiment fait un trou dans la raquette. Je me, je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi, que ce n'importe quoi va m'éloigner de mon travail, qui était vraiment ma raison de vivre. J'ai ma famille, hein, je suis très heureuse en famille, mais mon travail, c'était toute ma vie. Les urgences et un peu la médecine légale, c'était toute ma vie. J'avais mis tellement, on a fait tellement, j'ai eu tellement de temps à devenir ce que j'étais que là, psychologiquement, je commence vraiment à déprimer. Et vient aussi un souci, c'est qu'entre-temps, j'ai essayé de faire passer ce problème en accident de travail, ce qui m'a été refusé. Et donc, je me rends compte dans les mêmes ans, les mêmes temps, que ben, je ne vais plus du tout être rémunérée puisque c'est refusé en accident de travail. Donc à cette époque-là, je touche
mon salaire, mais dès le mois de septembre, je touche plus que 850 euros par mois. J'ai des traites de plus de 3000 euros parce que j'avais un train de vie avant. J'étais très très à l'aise, hein, je gagnais 5500 avec les gardes. Donc j'avais un train de vie à hauteur de 5000 euros par mois. Donc j'avais 3000 euros de traite et de partir à 850 euros. Là, j'ai plus d'argent, j'ai plus de métier. Physiquement, je suis plus rien. Je marche mais avec 2 béquilles, même pas 50 mètres et je reste allongée 3 heures derrière. Donc là, tout s'écroule. Tout mon monde s'écroule. Plus des soucis, d'autres soucis où j'essaie d'avoir un enfant et j'y arrive pas. D'ailleurs, j'y arriverai jamais. Tout là, j'entre vraiment dans la déprime, vraiment. Et et je le et c'est-à-dire que je me sens un boulet pour mon entourage. Je me sens un boulet pour ma famille, pour mes parents qui sont encore là, pour ma sœur jumelle, pour ma compagne, pour mes enfants par alliance. Je me sens vraiment nulle, inutile, toute petite. Je me sens toute petite, Anise. Vraiment. Il y a cette période où tu te sens toute petite. Et alors, si on en parle aujourd'hui, c'est que cette période, elle est derrière toi. Oui. Et qu'est-ce qui t'a aidé à te sentir plus grande? Alors, le temps, déjà. Le temps est un baume cicatrisant pour n'importe quel deuil. Si c'était un deuil physique, on va dire, un petit peu moral, mais surtout physique. Donc le temps m'a aidé, même si je me suis fait réopérer 2 autres fois derrière. Mais le temps, et ma sœur m'a conseillé de me mettre sur réseau social. J'étais pas du tout là-dessus. Et j'ai intégré le divan des médecins via ma sœur. Et un soir, j'ai expliqué ma situation sur le divan en disant voilà, je veux m'allonger près de vous, chers confrères, chers consoeurs, parce que ça va pas bien. Je vais pas bien et je le dis honnêtement, je parle à cœur ouvert en disant que voilà, je suis plus que l'ombre de moi-même, que physiquement ça va pas, moralement ça va pas, pécuniairement parlant, c'est une catastrophe. Et là, j'ai un confrère, même 2 confrères qui m'ouvrent une cagnotte litchi et je récolte presque 10 000 euros de cagnotte. Et ça, cet élan de solidarité à laquelle je ne m'attendais absolument pas, surtout que je n'ai pas du tout. J'ai parlé de mes difficultés financières, mais comme j'ai parlé de mon moral qui était bas. Et là, j'ai eu un élan de générosité pécuniaire de tous ces confrères et ces consoeurs qui ont mis la main à la pâte, à l'argent. Et j'ai énormément aussi, j'ai des confrères MPR, rhumatologues, qui m'ont dit, écoute, moi je suis neurologue, je suis centre antidouleur, je suis rhumatologue, je suis MPR. Dis-moi ce que tu prends et je vais pouvoir essayer de t'aider. Et là, il m'aide à ajuster mon traitement. Je me mets sous gabapentine, j'avais du Laroxyl, ça n'allait pas, enfin bref. Il m'équilibre mon traitement. Donc j'ai déjà moins de douleurs fantômes, enfin moins de crises, on va dire. J'ai moins de crises, ça dure moins longtemps et en intensité elles sont un peu moindres. Et j'ai un apport financier qui m'aide à souffler pendant 3 mois comme ça, où je me dis waouh quand même. Et ça franchement ça m'a aidé. J'ai également un entourage, j'ai ma compagne et mes 2 enfants par alliance qui ont été extrêmement soutenants, ma sœur extrêmement soutenante et de voir quelque part, j'ai appris également en voyant les gens qui étaient en rééducation que finalement l'herbe elle était vraiment pas plus verte ailleurs et qu'on avait tous nos problèmes, on avait tous des histoires déchirantes, on avait tous quelle que soit l'échelle, quel que soit le niveau physique, moral, familial, d'un point de vue cancer, amical, etc. On avait tous des problèmes. Et là, je me suis dit, allez, là, c'est là, il va falloir t'en reprendre. Parce que oui, tu vis une période difficile. Je me suis fait réopérer 2 fois derrière parce que j'ai à nouveau fait 2 syndromes de queue de cheval derrière.
à l'étage du dessus. Mais, j'en ai pris mon parti, si tu veux, Annelise. Je me suis dit, écoute, il y a du malheur, il y en a partout. Les gens, quand tu les écoutes, tout le monde a des soucis. Donc c'était pas là, c'était l'heure maintenant où il fallait se reprendre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je ferai plus de SAMU, mais on allait trouver une solution. Oui, j'ai jamais récupéré ma force musculaire, mais j'ai trouvé une solution. Je marche avec une canne quand j'ai besoin, en fauteuil roulant quand j'ai vraiment trop de distance à faire, mais on va trouver une solution. Pour mes douleurs, j'essaie de trouver des solutions, tu vois. Mais je, maintenant aujourd'hui, je sais que je n'aurai plus ce coup de massue que j'ai pris au mois de septembre 2021, et surtout, je refuse maintenant de me complaire dans ma douleur. Parce que sinon, on en fait encore tout un poème, tu vois. T'as changé ton état d'esprit et finalement t'acceptes ta situation et tu te remets dans une Mm. recherche de solutions et du coup Ouais. dans une projection vers l'avenir, dans quelque Oui, chose de plus constructif. exactement. Bah, j'ai vraiment traversé tous les stades, tu sais, déni, colère, marchandage, acceptation. J'ai vraiment, typiquement, j'ai traversé tout ça. Euh, mais effectivement, j'ai quitté, enfin, on m'a fait quitter. Je me suis fait remercier de mon ancien centre hospitalier où travaillait encore ma sœur en me disant que mon handicap n'était pas compatible avec du SAMU et des urgences. Je t'interromps 2 secondes, mais Dis, pas de tu problème. avais quel statut dans ce centre Contractuel. hospitalier? T'étais Contractuel. contractuel? Ouais, je voulais passer mon concours je veux toujours le passer d'ailleurs, mon concours de PH, sauf que est arrivé le Covid, est arrivé après mon problème de santé et ça n'a fait que repousser l'échéance. Concrètement, en fait, tu es arrivé à échéance de ton contrat de PHC et le centre hospitalier C'est t'a dit: ça. «Ben, on vous reprend pas». Voilà. C'est ça. On vous D'accord. reprend pas parce que c'est pas, votre handicap n'est pas compatible avec des urgences. Donc ils m'ont pas viré. Moi, je l'ai vécu comme un licenciement entre guillemets. Mais ils m'ont remercié. Merci pour vos bons services, basta. Ouais, et toi, tu te sentais capable de recommencer, les sorties en SMUR, les urgences, les gardes la nuit, tout ça? Alors, pas des sorties en SMUR, mais les gardes la nuit, oui, avec un côté un peu orgueilleux pour les gardes la nuit, même parce que c'est difficile. Disons que pour l'orgueil, les gardes la nuit, oui. Le SAMU, non, mais il existe des urgences postées. J'avais proposé ma candidature sur des urgences postées, ce qu'on appelle, tu sais, le long, la Mmh. médecine, quoi, en fait, hein, les gens hospitalisés en médecine, et ne pas faire de SAMU, en tout du moins pas maintenant. Mais ça, non, ils ont pas, ils avaient trop peur que je me mette en arrêt tous les 3-4 matins, je pense, et enfin, je pense qu'ils ont estimé qu'il n'y avait pas de plus-value à m'engager. Mais ils ont gardé ma sœur jumelle. Donc, mais ça c'est pas grave. Ils m'ont, ils m'ont remercié le mardi matin, le mardi après-midi. Le petit CH qui est à 30 km m'appelait en disant moi quel que soit votre état, je vous prends sur les urgences. Et alors ça, tu les as même pas démarchés, c'est eux qui t'ont appelé? Ah non, ceux qui m'ont appelé. C'est eux qui m'ont appelé et le mardi après-midi, je recevais ce coup de téléphone. Le mercredi matin, pour faire simple, je me souviens plus, mais le mercredi matin, je les voyais en rendez-vous et le mercredi soir, je signais. Donc eux n'ont vu absolument enfin, aucun problème à t'embaucher. Alors, Mhm. j'imagine que si c'est un petit CH, à 30 kilomètres de là où tu étais, ils ont peut-être pas de SAMU, c'est ça? Alors, il y avait un SAMU qui a fermé parce qu'il y avait pas assez de médecins, mais qui va rouvrir là bientôt dans les prochains mois. Donc oui, oui, il y avait un SAMU. Donc les sorties SAMU sont, je pense que à l'heure actuelle, je pense que je peux en faire. Pas d'hélicoptère, mais une sortie SAMU avec en camion, oui, oui, Eux, là-bas, sont OK avec l'idée que t'en fasses. oui, oui, tout à fait. C'est le centre hospitalier d'où j'ai fait ma rééducation. Donc ils sont mais hyper au courant de ma situation, de mon état. Tout a été transparent. Ils savent comment je marche.
ils connaissent mes difficultés quotidiennes, mais ils ont dit ok, pas de souci, nous on vous prend. Et ça se passe d'ailleurs très bien. J'ai repris le travail là au mois de mai. Donc en gros, 10 mois après ma dernière opération. Ton état de santé, quand tu fais tes gardes là-bas, ne constitue pas un handicap pour ton travail? Non, j'ai simplement prévenu mes équipes, donc les équipes infirmières et aides-soignantes, donc l'équipe paramédicale, que si je vais me poser parce qu'il n'y a pas de patient à voir, s'ils m'appellent, qu'ils me donnent juste un laps de temps pour essayer de m'habiller. Voilà, parce que l'habillage est un peu long, notamment du bas, hein, j'entends les chaussettes, le pantalon, les chaussures. Mais voilà, tout le monde est au courant et elles ont été vraiment, j'ai vraiment les équipes ont été adorables avec moi. Elles sont hyper compréhensives. Les équipes ont facilité Ah oui, ton ah oui, retour oui, au oui, oui. travail. Ah oui, 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 oui. Je me sens vraiment mais, bichonnée et puis avec une transparence, si tu veux. Elles savent que, je dis elles parce que ce sont en général plus des femmes. Hein. Il y a Mmh. quelques hommes, mais elles sont très très au clair avec ma pathologie. Je suis pas rentrée dans les détails non plus, hein, mais rien que de me voir marcher, de toute façon, faut pas être sortie de Saint-Cyr pour se dire qu'il y a un problème. Donc elles, elles ont vraiment été très 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 aidantes. Et si je l'ai jamais fait encore, mais si je devais leur dire, écoutez, je suis désolée, mais faut que je m'allonge au moins une demi-heure parce que j'ai trop mal au dos, trop mal aux jambes, je suis sûre qu'elles me laisseraient. Ah ça c'est sûr. Tu as l'air vraiment très heureuse d'avoir repris le travail. Est-ce que, Ah oui, tu te sens, à nouveau, utile, oui, oui, ouais, j'ai retrouvé cette utilité qu'on a nous les médecins face à son prochain, à aider son prochain. C'est ce que j'avais perdu et c'est ce qui participait aussi à ma déprime. Alors je pense pas que je pense pas que j'ai été en dépression au sens psychiatrique du terme, mais j'étais déprimée et d'avoir repris le travail. Oh là là, bah moi je revis si tu veux. Les cartes ont été rebattues, mais je revis. et est-ce que tu as repris aussi, ton activité en médecine légale? J'ai repris mon activité en médecine légale, ça se passe très très bien, j'ai énormément de demandes. C'est vrai que pendant 2 ans, du coup, ils ont dû faire sans moi et ça a repris de plus belle. Et je vois énorme. Alors maintenant, je les vois plus sur l'ancien centre hospitalier, mais je les vois sur mon nouveau centre hospitalier et ça se passe très bien. Enfin, est-ce que cet épisode, enfin tous ces problèmes de santé, Mm. ce temps de rééducation, ça a changé quelque chose à ta façon d'être, médecin? Oui, oui, ça m'a. Comment dire euh, Alors c'est pas gentil pour les gens qui se plaignent, mais je suis très revêche maintenant sur les gens qui se plaignent des maux de dos avec sans sciatique, sans rien. C'est les gens qui te disent ah j'ai mal au dos, hein, j'ai mal au dos, hein, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Ça pour ça j'ai vraiment beaucoup de mal, je dois t'avouer. Les gens qui se plaignent du dos alors qu'il n'y a pas forcément, alors que tu leur fais un examen. Je te parle pas de ceux qui sont en souffrance et qui ont un examen pourri avec des signes de lombalgie voire de lombosciatique, mais les gens qui arrivent à te faire des pirouettes devant toi, à mettre les jambes derrière les oreilles, en te disant oui j'ai mal au dos. Hein. Quand je me mets dans cette position, j'ai mal au dos. Hein. Non là vraiment je suis devenue euh, comment dire agressive, pas un petit peu agressive vis-à-vis de ces gens-là. Mais sinon ça m'a appris d'un point de vue plus philosophique entre guillemets que les arrêts de travail ne sont pas bons, que s'enfermer chez soi dans la déprime et de comment dire, rester dans un cycle d'arrêt de travail en continu, en continu, en continu, de prolongation, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. C'est quelque chose d'extrêmement délétère. Et que si on n'est pas un rouage, pour moi, pour ma part, hein, mais après, que mes opinions et elles me sont propres, je vais les imposer à personne. Et si on n'est pas un rouage effectif pour la société, c'est pas bon pour le moral. Donc voilà. Ouais, je pense que les gens qui, moi, se complaisent dans des arrêts de travail
sur des dépressions, des burn-out, quels qu'ils soient, hein, s'ils ont été vraiment effectifs ou pas, mais que ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, là, non, c'est pas possible. Pour l'avoir vécu, non, on peut pas. Au bout d'un moment, il faut se dire que il faut casser ces cycles-là. Pour toi, le travail est absolument nécessaire à ton bien-être et vraiment à ton sentiment Ah oui, de participation à la société. ah oui, 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 oui. Et puis même de bien-être personnel. Enfin, quel que soit notre travail, que tu sois hématologue, je parle dans la médecine, cardiologue, smuriste, faire de la radio interventionnelle, etc. Quand tu as ce côté où tu te sens utile, où tu sais, il y a des jours où tu as l'impression que rien ne va, les patients répondent pas au traitement, ils sont pénibles, euh, toi en plus tu as mal dormi la nuit, que dis-je, ça ok, mais il y a des jours où tu sais pas pourquoi, tout va bien. Les patients répondent au traitement, sont gentils, tu te sens bien dans ton travail, et c'est ça ce que je recherche. Même s'ils sont pas forcément fréquents, ces moments de bonheur euh, professionnel, mais ça n'a pas de prix. C'est ça qui fait la richesse de nos métiers de médecin et autres, hein. Mais c'est ça qu'il faut rechercher. Et c'est ça qui m'a manqué moi pendant toutes ces années, hein, et qui m'a rendu déprimée. C'est de me dire que je peux aider et en plus je suis même rémunérée pour ça. Donc c'est que du gagnant-gagnant quoi, tu vois. Ouais, c'est ça qui te manquait pendant toute cette Ouais, période de rééducation, c'était de pas ouais. pouvoir rendre service. Ouais. Ah, puis tu te sens un boulet. Tu te sens un boulet. Puis même moi, enfin, je sais que même ça m'arrive encore maintenant, que ma compagne m'aide à me lever, à m'allonger, à me quitter les chaussures. Ça arrive encore. Parce que j'ai vraiment trop mal aux jambes, trop mal aux jambes, trop mal aux jambes. Mais, mais tu te sens mal quand tu travailles pas. Enfin, je veux dire, tu te complais dans une espèce de marasme d'idées noires. Enfin, moi, je me sentais vraiment inutile, vraiment inutile. Et tu ressasses, tu ressasses, tu ressasses. C'est pas bon, ça. Moi, quand je vois les gens, maintenant, je leur dis gentiment aux gens, aux patients, je leur dis, écoutez, là, faudrait peut-être là, faudrait se secouer un peu parce que ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais. Si on attend que ça aille, ben moi, s'il faut que j'attende que de remarcher correctement, euh, d'uriner et d'avoir des selles normales et de ne plus avoir de douleur, ben disons, je peux me lever très tôt, hein. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera plus. Donc, au bout d'un moment, il faut se dire, ma situation antérieure tout est fini. Mais maintenant, demain est un nouveau jour. Faut y aller, quoi. C'est ça ce que je reproche à notre société maintenant. On est dans une société du tout de suite, du je veux, j'exige, et surtout, je ne veux aucun obstacle. Mais c'est pas possible ça. C'est une utopie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et ne pas. Et pour moi, le fait de se complaire dans les arrêts de travail, je l'ai fait, hein. J'ai eu cette période de me dire, de toute façon, je vais encore être prolongée d'1 mois ou 2 mois. J'ai eu cette mentalité, hein. Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible, tu peux pas, ça n'ira jamais de toute façon. Donc maintenant, demain est un nouveau jour, tu te secoues et lève-toi et marche. Et finalement, pour toi, en tout cas, en faisant ça, en te remettant en marche, tu es rentrée dans un cercle vertueux où tout allait mieux. Ah oui, oui, ça va mieux avec ma famille, ça va mieux avec mon entourage. Je peux m'occuper de mes parents qui ont leurs problèmes aussi. Je peux m'occuper de mes proches et euh, et puis tu te sens utile quoi. T'as un travail pour lequel tu es rémunéré. Tu te sens mieux, beaucoup mieux. Pour moi, c'est le meilleur antidépresseur, c'est d'avoir une vie régulière, un travail. Et puis, je sais pas, il y en a pour qui c'est d'avoir des copains, d'autres une vie de famille, d'autres des enfants, d'autres ce que tu veux. Voilà, c'est de se bouger, tout simplement.
Émilie, est-ce qu'il y a Ouais. une question que t'aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Non, écoute, non. Non, non. Sinon de savoir comment je vais, mais là tu me l'as posé et je peux te dire qu'aujourd'hui je vais bien. Écoute, sur ces jolies paroles, je te propose de te poser la toute dernière question du podcast, Oui. la question rituelle. Quelle est ta tenue de travail? Ma tenue de travail, c'est une tenue blanche. C'est une tenue blanche avec écrit très très fièrement SAMU dans le dos. Même aux urgences, tu mets la blouse SAMU? Voilà, oui, oui, oui. C'est une tenue qu'on a aux urgences au cas où on devrait. Là, on est actuellement fermé au SAMU. Au cas où on a besoin de faire des sorties, on est habillé comme ça. Et je suis très très fière d'avoir marqué SAMU dans mon dos depuis maintenant 4 mois à nouveau. T'es prête à sauter dans une ambulance? Je suis prête à sauter dans une ambulance. Oh, on va dire qu'on m'aide à sauter dans une ambulance. Voilà. Je te remercie, Émilie, d'avoir Merci partagé Annise. ton histoire. Merci beaucoup Annise en tout cas. Merci. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt.